Allez, c'est parti. Les autres vont pouvoir nous rejoindre de toute façon, même si ça a commencé, ça vient de commencer. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un webinaire sur comment améliorer notre écriture scientifique en anglais. C'est Alexia Coulombe-Lévesque qui va s'occuper de faire la présentation, donc on est bien content. Et puis, donc je vais juste rapidement parler 2 minutes et ensuite Alexia prendra le relais. Donc le webinaire va durer près 1 heure et demie. Ça va être bilingue. Et si jamais il y a des questions, donc moi je vais essayer de garder un œil sur le chat, donc vous pouvez les écrire là. Mais sinon, normalement, vous avez accès à une boîte à questions. Et dans ce cas, vous pouvez écrire les questions là. Et puis, on y répondra à la fin. On préfère répondre aux questions à la fin plutôt que pendant la présentation pour qu'il y ait moins d'interruptions. Et puis, parce que c'est possible aussi que certaines questions soient répondues au cours de la présentation par la suite, en fait. Et voilà. Donc Alexia, elle est physiothérapeute et puis elle a déjà fait plusieurs présentations sur ce thème-là. Puis c'est toujours basé sur le livre de Steven Pinker, The Sense of Style, qui a été publié en 2014. Donc sur ce, je vais lui laisser la parole et puis profitez bien. Super, bonjour tout le monde, ça me fait bien plaisir de vous faire cette présentation-là aujourd'hui. Donc, comme Johanna a dit, c'est une présentation sur l'écriture en anglais, surtout l'écriture scientifique, donc Writing Science, et ça se base sur le livre The Sense of Style par Steven Pinker. Pour ceux qui ne connaissent pas Steven Pinker, rapidement, je vous le présente. C'est un professeur, il enseigne ou il a enseigné à MIT, à Harvard, il fait aussi beaucoup de recherches en psychologie expérimentale, en linguistique. Il a écrit une dizaine de livres, plein d'articles scientifiques, et c'est un réviseur, éditeur pour plusieurs organisations scientifiques, académiques. Il est très reconnu dans tous ces domaines-là. Il a gagné plein de prix en tant que prof, chercheur. Entre autres, il a été 2 fois nominé comme finaliste pour le Pulitzer Prize, 9 doctorats honorifiques, et il a été nommé par Time Magazine comme étant un des 100 most influential people in the world. Donc, l'écriture, il connaît ça et il a décidé d'écrire un livre sur comment bien écrire. Moi, je vous conseille fortement de lire ce livre-là. Mais en attendant, j'ai monté une présentation avec quelques éléments clés là, pour vous donner des petits trucs puis vous donner le goût de lire le livre. So I very much recommend you read this book. It's interesting and a surprisingly enjoyable read. But in the meantime, I've put together this presentation to share with you some of the key points in the book. Donc, avant de commencer, comme vous pouvez voir, ça va être une présentation bilingue. I'll just do this part in both languages, so bear with me for a bit. Pour les francophones, vous allez voir presque tout le contenu est en anglais parce que c'est une présentation qui porte sur l'écriture en anglais et vous êtes pour la plupart des étudiants en sciences, donc je prends pour acquis que vous êtes quand même capable de suivre en anglais. Par contre, j'ai rajouté quelques exemples en français, puis pour tous les points importants ou un petit peu plus compliqués, il va y avoir des explications en français. Vous allez voir, il y a beaucoup de texte dans les diapos. D'habitude, on se fait dire d'éviter le texte dans les présentations. Ici, je n'ai pas du tout suivi ce conseil-là. C'est bourré de texte, mais c'est voulu. D'une part, c'est pour que ça puisse vous servir de référence. Donc, pour ceux qui veulent une copie du PowerPoint, vous avez juste à m'écrire un courriel à la fin de la présentation. Je vais vous envoyer ça. Et comme vous allez voir, il y a beaucoup d'exemples auxquels vous allez pouvoir vous référer, beaucoup de conseils aussi. Et l'autre raison pourquoi j'ai laissé beaucoup de texte, c'est que Steven Pinker il a quand même écrit un livre sur comment bien écrire. Donc, son livre, très bien écrit. Il a clairement passé beaucoup de temps à essayer de trouver la meilleure formulation possible pour mettre tous ses conseils en mots. Et je ne voulais pas essayer de reformuler tout ça, ça aurait juste été moins bien écrit. Puis en plus, ça vous donne aussi un exemple de comment bien écrire, parce que son écriture exemplifie très bien ses conseils, il est super agréable à lire, ses explications sont claires, sont imagées, donc c'est un très bel exemple à suivre. Dernier point par rapport au déroulement de la présentation, vous allez voir, il y a beaucoup d'exemples, et au lieu de tout lire à voix haute, je vais vous donner du temps pour lire les exemples vous-même. Donc, vous pourrez m'indiquer dans le chat quand vous avez fini de lire, puis on va passer à la prochaine diapo.
So in English now. As you'll see, most of the presentation will be in English, but I've added a few examples in French, and I'll sometimes also discuss more complex or important ideas in French as well as in English. But it's certainly going to be an interesting exercise for my brain to go back and forth. It's always starting. And as you'll see, the slides are loaded with text. So we all get taught in like first year not to write too much text on our slides. I very much disregarded this advice. And that's partly because I want this something to be something you can refer back to. So for those of you who are interested, you can send me an email at the end of the presentation, and I'll email you the PDF of the presentation. You'll see there's heaps of examples and explanations. And so I want this to be a reference document that holds up together. And also, I've included a lot of text in the slide because Steven Pinker wrote this book about how to write well. And so it's a very well-written book. And just the way that he explains everything, you can see that he put a lot of thought into it. His sentences are really good, and I didn't want to try and paraphrase that. It just would have been less clear, less interesting. So it's also a good example for you, and it really exemplifies all the advice that he's trying to read. Just before we start, all the opinions and recommendations expressed in the presentation are Steven Pinker's. They're not my own. Donc, si je vous dis faut pas utiliser de virgule à tel endroit, c'est pas mon opinion, c'est pas moi qui pense qu'il faut pas mettre de virgule à tel endroit, c'est selon l'expérience de Steven Pinker. Et tout le texte, tous les exemples qui sont dans les slides, ça vient directement du livre de Steven Pinker, c'est verbatim, là, j'ai fait des copier-coller. Donc, juste pour que ce soit bien clair que c'est pas ma propriété intellectuelle, ça vient tout du livre de Steven Pinker. J'ai rajouté quelques exemples en français, puis à un ou deux endroits, j'ai mis des exemples maison, mais sinon, c'est vraiment tout tiré du livre. Et j'ai aussi changé un petit peu l'organisation. Donc, vous allez voir la présentation, comment elle est organisée. Ça ne suit pas tout à fait la structure du livre. Je voulais essayer de faire entrer ça en une présentation d'1 heure. Puis pour finir, j'ai ajouté les couleurs. Ça, c'est moi qui les ai ajoutées. Évidemment, le livre n'était pas en couleur, mais c'était pour aider à suivre et à distinguer les exemples qui sont bons et les exemples fautifs. Donc, le contenu de la présentation, on va commencer par parler du style classique. Ça va être une partie un petit peu plus théorique. Un style de comment écrire, c'est quoi le style classique, pourquoi on va essayer d'utiliser ça. Ensuite, on va parler de la syntaxe parallèle et des garden paths à éviter. Et pour finir, des conseils en rafale. Donc, the first part's going to be a little bit more theoretical, and the other 3 parts are more practical advice that you can easily apply in your writing. Donc, si on commence, Steven Pinker dit, "People often tell me that academics have no choice but to write badly because the gatekeepers of journals and university presses insist on ponderous language as proof of one's seriousness. This has not been my experience, and it turns out to be a myth." So again, when I say this has not been my experience, it's not my experience, this is Steven Pinker talking. So classic style. An antidote for academies, bureaucraties, corporaties, legalese, officialese, and other kinds of stuffy prose. Pour les francophones qui n'ont jamais entendu le mot academies, pensez à legalese. Legalese, jargon juridique, c'est le style d'écriture qui est utilisé dans les contrats, les documents légaux, qui est super lourd et difficile à déchiffrer pour n'importe qui n'est pas un expert. Donc, academies, c'est l'équivalent, mais pour les textes scientifiques, qui eux aussi, des fois, sont écrits dans un langage qui est très lourd, difficile à déchiffrer. Donc, le style classique, c'est le style à adopter pour les communications scientifiques, qui n'est pas dense, difficile à déchiffrer comme academies, mais qui n'est pas non plus poétique. On ne fait pas de la littérature, on n'a pas besoin de se casser la tête avec des longues phrases qui finissent plus. On veut décrire les choses de façon claire, facile à comprendre, facile à suivre. So classic style is, according to Steven Pinker, the best style for scientific writing. It's not stuffy and hard to decipher like academies, but it's also not fluffy like English lit. Classic style is straightforward, easy to understand, and pleasant to read. Donc, c'est quoi le style classique? In classic prose, the writer is directing the gaze of the reader to something in the world she can see for herself. All eyes are on an agent, a protagonist, a moving shaker, a driving force. The agent pushes or prods something, and it moves or changes. Or something interesting comes into view, and the reader examines it part by part.
Classic style minimizes abstractions, which cannot be seen with the naked eye. And that doesn't mean that it avoids abstract subject matter, only that it shows the events making up that subject matter transparently, by narrating an unfolding plot with real characters doing things, rather than by naming an abstract concept that encapsulates those events in a single word. Donc, en gros, dans le style classique, on veut éviter le langage abstrait passif et utiliser un langage qui va être concret, qui va être actif. Classic style is about using concrete, active language. Donc, si on regarde quelques exemples, je vous laisse lire le premier exemple ici, qui n'est pas évident à comprendre. So you can go ahead and read this. Comme vous voyez, on a des mots assez abstraits. Level, strategy. Si on transforme ça en style classique, encore une fois, vous pouvez lire. Donc, ça devient beaucoup plus facile à comprendre parce que le langage est actif, concret, c'est facile de visualiser ce qui est décrit. Here's another example. So again, here the author used very abstract language with words like prospects and model. So Steven Pinker rewrote this excerpt using classic style. As you can see, this is much easier to understand. It's concrete, it's active, and it requires much less cognitive effort to understand. And that's what classic style is about. Les passages à gauche sont pas impossibles à comprendre. They're not impossible to understand. They're not even that difficult to understand. But they do require some mental effort. You have to read them twice, or at least read them very carefully to understand what's going on. Et c'est ça qu'on devrait essayer. Reading should be a breeze. On devrait essayer d'écrire de façon à ce que ça soit facile et agréable pour un lecteur de comprendre ce qu'on veut dire, que ça se lise bien, sans effort, que même si on lit un petit peu en diagonale, ça reste facile de suivre les idées. On continue. Together with verbal coffins, like model and level, in which writers entomb their actors and actions, the English language provides them with a dangerous weapon called nominalization, making something into a noun. Nominalization takes a perfectly spry verb and embalms it into a lifeless noun by adding a suffix like ans, ment, or ation. Instead of affirming an idea, you effect its affirmation. Rather than postponing something, you implement a postponement. Writing scholar Helen Sword calls them zombie nouns because they lumber across the scene without a conscious agent directing their motion. They can turn prose into a night of the living dead. Donc, quand on disait que dans le style classique, on veut éviter le langage passif, utiliser un langage qui est plus actif, une bonne façon de faire ça, c'est d'éviter les zombie nouns. Parce que, comme vous allez voir, zombie nouns and adjectives are one of the signatures of academies. Vous avez une phrase typique d'un article scientifique. Pas incompréhensible, surtout pour ceux qui sont habitués à la terminologie, mais c'est lourd à lire, avec des zombie nouns comme prevention, avoidance, qui font que le langage est très passif. Versus beaucoup plus facile à lire, ça demande bien moins d'effort mental, c'est plus actif puis plus intéressant pour le lecteur. Another typical example. Again, it's not impossible to understand, but it's stuffy and it's passive. If we recast it in classic style, it just becomes so much easier for anyone to understand, and the active wording makes it way more engaging for the readers. Donc, c'est pas des phrases ici qui ont des erreurs grammaticales, mais sont lourdes, sont moins faciles à comprendre, moins intéressantes que celles à droite. The sentences on the left are technically acceptable. There's no grammatical mistake.
but they require more mental effort to understand than the ones in classic style. And it's not too bad when it's a single sentence, but in a whole article, it adds up. Et là, je fais une petite parenthèse. Vous remarquez peut-être que les constructions à droite, ils parlent au je ou au nous. Sentences on the right use the personal pronouns I, we. You might also have heard in some writing course that scientific articles shouldn't use I, we. Turns out that's not a thing. C'est bien correct d'utiliser je, nous dans des articles scientifiques. Et c'est l'avantage majeur que ça permet d'avoir des constructions de phrases actives. Again, that's not my opinion, it's Steven Pinker's, and he's made a career publishing in academia. According to him, it very rarely happens, if ever, that an editor would be fussy enough to demand you use the passive voice. And if you're unlucky enough to get stuck with such an editor, well, worst case scenario, they'll ask you to change it, and you do. Au pire, l'éditeur va vous demander de le changer. Mais quand même, the benefit of using active language to make your text more engaging for your readers far outweighs that risk. Now into signposting. Je vais vous laisser lire le paragraphe ici. Essayez de le lire d'une traite sans revenir en arrière. Try to read this in one go and let me know in the chat when you're done. Did you get all that? I didn't think so. And that's Steven Pinker pranking us in the book, because his book is really well written and it's a pleasure to read. And then you hit this paragraph and it's so weirdly difficult to read. But then, of course, it turns out that it was an example of what not to do. Le mot signposting, ça vient des pancartes sur la route qui annoncent ce qui s'en vient. Donc, une sortie dans tant de kilomètres avec de l'essence puis un McDo ouvert 24 heures. Puis on peut faire du signposting dans nos écrits pour annoncer ce qui s'en vient, de quoi on va parler. So signposting refers to those signs on the side of the highway announcing an upcoming exit with gas and restaurants. So you can and should signpost in your text to announce what's ahead, but you have to do it properly. That tedious paragraph, la phrase précédente, was filled with meta-discourse, verbiage about verbiage, such as subsection, review, and discussion. Inexperienced writers often think they're doing the reader a favor by guiding her through the rest of the text with a detailed preview. In reality, at this point in the presentation, the terms mean nothing to the reader, and the list is too long and arbitrary to stay in memory for long. The art of classic prose is to signpost sparingly, as we do in conversation, and with a minimum of meta-discourse. Donc, c'est correct de faire du signposting, d'annoncer ce qui s'en vient, mais il faut le faire en utilisant le moins possible de métadiscours, comme this subsection will review, parce que ça va passer par une oreille puis sortir par l'autre, le lecteur n'aura rien retenu. Il faut plutôt annoncer ce qui s'en vient de façon conversationnelle. Donc, on regarde quelques exemples. Je vous laisse lire ça ici. Encore, dites-moi quand vous avez fini. So on the left, we have signposting that uses meta-discourse, and on the right, signposting that is more conversational. Ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on dirait en conversation, c'est beaucoup plus intéressant pour le lecteur, puis ça demande moins d'efforts à comprendre. Puis c'est aussi efficace, sinon plus, pour annoncer ce dont on va parler dans la prochaine section. Je veux dire, c'est clair qu'est-ce qui s'en vient. So on the right, it's still signposting. You're letting your readers know what to expect, but the language is much more engaging, so your readers will be
easily able to process and retain the information rather than mindlessly reading over the sentence without getting much out of it. De façon générale, dans le style classique, on veut éviter le métadiscours. Donc, on veut éviter d'écrire du texte qui parle de texte. On veut plutôt que notre texte parle de contenu. In classic style, we want to avoid meta-discourse. We want to avoid writing about the writing. We want to write about the content. Et dans cet ordre d'idée-là, no offense, but very few people are interested in how professors spend their time. Classic style ignores the hired help and looks directly at what they're being paid to study. On peut lire ça ici. Comparé à... Et là, Steven Pinker, il ne suggère pas de jamais dire une étude a récemment démontré. You can still say a systematic review has recently shown that if this information is actually worth pointing out explicitly to your readers. Often it's not. You cite your references right at the end of the sentence, which clearly means that what you're saying has been shown by a study. You don't need to repeat it. C'est pas pour rien qu'on met des références à la fin de nos phrases. C'est pour indiquer que ce qu'on a dit a été démontré dans une étude. Donc, on n'a pas besoin de répéter cette information-là. If mentioning the study, the researcher, the type of article actually contributes meaningful information, that's fine, you can leave it in. But otherwise, better to just scratch it. Dernier point par rapport au style classique, the curse of knowledge. The curse of knowledge is the difficulty in imagining what it is like for someone not to know something that you know. The curse of knowledge is the single best explanation I know of why good people write bad prose. It simply doesn't occur to the writer that her readers don't know what she knows, that they haven't mastered the patois of her guild, can't divine the missing steps that seem too obvious to mention, have no way to visualize a scene that to her is as clear as day. And so she doesn't bother to explain the jargon, or spell out the logic, or supply the necessary detail. Even when we have an inkling that we're speaking in a specialized lingo, we may be reluctant to slip back into plain speech. It could betray to our peers the awful truth that we're still greenhorns, tenderfoots, newbies. And if our readers do know the lingo, we might be insulting their intelligence by spelling it out. We would rather run the risk of confusing them while at least appearing to be sophisticated than take a chance at belaboring the obvious while striking them as naive or condescending. Ça, je pense que c'est un instinct qu'on a souvent, surtout les étudiants, de vouloir montrer qu'on est assez bon pour le connaître, le mot compliqué, fait qu'on l'utilise pour montrer comment on connaît nos affaires. Mais en fait, d'être capable de bien expliquer un concept compliqué de façon simple, claire, facile à comprendre, c'est ça le plus gros défi. C'est ça qui montre qu'on maîtrise vraiment le sujet. Students especially have this instinct of wanting to use the complicated words to show that we know our stuff and know that we can use the complicated word. But using complicated language to describe a complicated concept doesn't actually make it look like you know your stuff. Explain a complicated concept in simple terms in a way that makes it easy to understand even for non-experts. That's the real challenge, and that's how you can show that you really know your stuff. A considerate writer will cultivate the habit of adding a few words of explanation to common technical terms, as in Arabidopsis, a flowering mustard plant, rather than the bare Arabidopsis, which I've seen in many science articles. Readers will also thank a writer for the copious use of, for example, as in and such as, because an explanation without an example is little better than no explanation at all. It's not just an act of magnanimity. A writer who explains technical terms can multiply her readership 1,000-fold at the cost of a handful of characters, the literary equivalent of picking up $100 bills on the sidewalk. Les articles qui sont clairs, bien écrits, faciles à comprendre, accessibles, c'est ceux-là qui sont partagés, c'est ceux-là qui sont choisis par les profs comme lecture à donner à leurs étudiants. If your article uses language that is so complicated that it can only be understood by a handful of other experts in your subfield, well then those are the only people who are ever going to read it. And that's not what you want. You want your article to be so well written and easy to understand and accessible that profs select it as mandatory reading for their classes. And so according to Steven Pinker, the key is to assume
intelligent and sophisticated as you are, but that they happen not to know something that you know. And that wraps up the section on classic style, which is a bit more theoretical. As you'll see, the remaining sections are much more practical with concrete advice and a bunch of examples. Donc, la syntaxe parallèle, ça c'est ma section préférée. Si vous avez une chose à retenir de la présentation, c'est la syntaxe parallèle. C'est une des façons les plus faciles et les plus efficaces d'améliorer votre écriture. If there's one thing you should take away from the webinar, it's parallel syntax. It's one of the easiest ways to improve your writing and probably the one single thing that will have the most impact on the quality of your writing. Donc, c'est quoi la syntaxe parallèle? Dans sa forme la plus simple, ça, c'est un exemple d'une phrase qui n'est pas parallèle. Dans une énumération, il faut que chaque item de l'énumération ait la même identité grammaticale. Donc, il faut que ce soit deux verbes, ou deux noms, ou deux phrases, peu importe, tant qu'ils sont pareils. Ici, ça, c'est pas parallèle parce qu'on a un verbe, nager, et un nom, le golf. Donc, ça marche pas. Si on met ça parallèle, j'aime la natation et le golf. C'est parallèle, c'est deux noms. Ou j'aime nager et jouer au golf. Les deux sont corrects. Ils ne veulent pas tout à fait dire la même chose. Dans la première, ça pourrait être qu'on aime regarder le golf. Fait qu'au niveau de ce que ça veut dire, c'est pas exactement pareil. Mais les deux sont parallèles, donc les deux sont grammaticales. C'est correct. Fait que quand vous avez des listes, chaque fois que vous énumérez des choses, gardez ça en tête. Fait que mettons, quand on parle de critères d'inclusion, exclusion, il faut s'assurer que tous les items sont parallèles. Now in English, this is a sentence that is not parallel. I like to run and playing tennis. It's not parallel because to run and playing tennis are different verb tenses. And you don't want that. When you have a list, everything they should all be nouns or all be verbs in the same tense or all sentences. They should be the same. And so if we make this parallel, it can be I like to run and play tennis, both verbs. Or I like to run and to play tennis. You can carry the two, both work. Or I like running and playing tennis. Again, there's no one that's better than the other. What's important is that they are parallel, each of them. And so every time you have lists, especially long, complicated lists, like say inclusion, exclusion criteria, keep in mind that items in the list should be parallel. La syntaxe parallèle, c'est pas juste pour les énumérations. Ça s'applique aussi quand on a une structure de phrase comme either X or Y, neither X nor Y, both X and Y, not only X but also Y. Dans toutes ces structures-là, le X et le Y devraient être parallèles. Donc si on regarde un exemple qui n'est pas parallèle ici, it's not a parallel example. Ici, c'est pas parallèle parce qu'on a to recover from his fall, puis had also freedom. C'est pas la même structure. Si on met ça parallèle maintenant, donc ici, c'est parallèle parce qu'on a helped him to recover from his fall, freedom of the debilitating back pain. La structure de notre X puis de notre Y est pareille. Another example you can read through. So again, this is not parallel because this and that should be the same, but they're not. We have by patriotism and then a desire for revenge. They're not the same. So if we make it parallel, we can say Miss Popova was inspired by both patriotism and a desire for revenge. So they're both nouns, they're noun phrases. Or you can carry the by was inspired both by patriotism and by a desire for revenge. So again, both work. This one doesn't because these are parallel and this one is not. Parallel syntax is just the rule of one variable applied to writing. If you want readers to appreciate some variable, manipulate the expression of that variable alone, while keeping the rest of the language unchanged. Donc, je vous laisse lire l'exemple ici. Vous allez voir un peu compliqué à suivre.
Donc ici, ce qui n'est pas parallèle, c'est pas juste la structure de phrase, c'est les concepts. Dans la première partie de la phrase, on a le pourcentage de visites non domestiques dans plusieurs pays, alors que dans la deuxième partie, on a le pourcentage de visites domestiques en France. Donc, en fait, on ne peut pas comparer 8% à 98. Il faut comparer 8% à 100 moins 98. Mais ça, c'est pas clair immédiatement. Il faut vraiment lire de façon très, très attentive pour comprendre ça. Ce serait facile de passer tout droit puis de penser qu'il faut qu'on compare 8 à 98, ce qui nous amènerait à tirer la mauvaise conclusion. So this paragraph is not parallel, but it's not just the structure that's not parallel, it's the content. So in the first part, you're comparing percent visits to non-domestic sites in many countries, and then you're comparing percent visits to domestic sites in France. And so you can't compare 8 and 98. You have to compare 8 and 100 minus 98. But that's not immediately clear. You have to read it very carefully to understand that that's what's going on. So it's tempting to think that we have to compare 8 to 98, but if you do that, you will draw the wrong conclusion. Mais si on met ça parallèle, donc c'est beaucoup plus facile à comprendre, même si on lit en diagonale. Je vous laisse lire un autre exemple ici. The writer here threw us off by ping-ponging from a cause-effect order in the first clause, have influenced, to an effect-cause order in the second, are the result of, and then back to a cause-effect order, accounts for, in the third. And while he was at it, he varied his vocabulary from one sentence to the next, again for no good reason. Cognitive abilities in the first clause refers to the same thing that intelligence does in the second. Recasting the sentence with parallel syntax and consistent terminology makes it intelligible even to readers who are not familiar with the technical terms. Vous lire ça? Donc, encore une fois, ici, même si on ne connaît pas nécessairement les termes, au moins on est capable de suivre la logique beaucoup plus facilement. Un autre exemple que je vous laisse lire ici, vous pourrez m'indiquer dans le chat quand vous avez fini. So as the passage proceeds, the writer keeps the herons in subject position. Better still, the herons are not just any old subject, they are actors who do things. They migrate, they avoid danger, they hunt, they eat, they stand. That is a hallmark of classic style, or for that matter, any good style. It's always easier for a reader to follow a narrative if he can keep his eyes on a protagonist who is moving the plot forward, rather than on a succession of passively affected entities or zombified actions. The arc linking the sentences about herons is an instance of topic strings. They keep the reader focused on a single topic as he proceeds from one sentence to the next. So it's the subject of each sentence, the herons. Donc si on a un paragraphe qui est parallèle, le sujet reste le même d'une phrase à l'autre, ce qui fait que c'est super facile de suivre le fil du texte, on sait de quoi on parle. Puis en plus, ça fait qu'on a des phrases actives, donc ça va bien avec le style classique. Ici, je vous présente un exemple qui vient pas du livre de Steven Pinker. C'est un texte que j'ai eu à réviser il y a quelques années, un
professeur-chercheur. Donc, je vais vous laisser lire la version originale, puis ensuite, on va repasser dessus phrase par phrase. So the following case study is from my own work. It's not Steven Pinker's. And it's a text that was written by a researcher that I was asked to edit a few years ago. So you can go ahead and read it, and then we'll go over it sentence by sentence. Fait qu'encore, vous pouvez m'indiquer dans le chat quand vous avez fini. So it's not that bad. You can understand what the author is trying to say if you read carefully, but they could have made the job easier for the readers. And I chose this example because it's pretty typical of a first draft, and so I wanted to show you guys how we can go about editing something like this. Première chose que je montre, on va passer phrase par phrase, but I just want to point to you guys the inconsistent terminology. So we're talking about excitatory and inhibitory mechanisms, and then we give an example of both. The example of the inhibitory mechanism is conditioned pain modulation, and so we talk about that throughout the text. But for the excitatory mechanism, they give the first example of central sensitization, but then it's sensitization by temporal summation, and then they just go back and forth. So here they say that central sensitization shows predictability, but that temporal summation was not predicting the efficacy. And so it's very difficult for a reader who doesn't know what's going on to figure out that it's the same thing. C'est pas clair pour un lecteur qui connaît pas ça que la sensibilisation centrale et la sommation temporelle, dans ce cas-ci, les acteurs utilisent ça de façon interchangeable en parlant de la même chose. Donc ça, c'est une des choses qu'on va régler. Si on regarde ça de façon un petit peu plus précise, phrase par phrase. Donc, premier problème avec cette phrase-là, on a chronic pain frequently results from da-da-da or through da-da-da. Ça, déjà, c'est pas très parallèle, c'est un petit peu bizarre, mais bon. Ensuite, on a nos mécanismes excitateurs, puis un exemple du mécanisme, such as central sensitization. Ensuite, on a notre mécanisme inhibiteur, puis là, il donne un exemple du mécanisme inhibiteur, mais ici, ils l'ont mis en parenthèse, alors que là, l'exemple était en such as. C'est correct d'écrire such as, c'est correct d'utiliser des parenthèses, mais ça devrait être la même chose les deux fois. Et aussi, là, on parle de sensibilisation centrale. Comme j'ai dit, là, moi, je veux pas qu'on alterne entre les deux termes. Fait que j'ai choisi de mettre sommation temporelle parce que c'est ça qu'on mesure. So here they use central sensitization. I decided that throughout that paragraph, I was going to use temporal summation because that's what they're actually measuring. And it's less confusing if there's just one term being used rather than going back and forth. Donc, cette phrase-là, si on la met parallèle, chronic pain frequently results from da-da-da or from da-da-da, that's parallel. And then excitatory mechanisms such as temporal summation, inhibitory mechanisms such as conditioned pain modulation. So already that's parallel. Next sentence. Recent studies have highlighted that. We can scratch that. The references are going to be at the end of the sentence. Donc, on n'a pas besoin de dire il y a des études qui ont récemment démontré. On va avoir notre référencier là, de toute façon, avec la date. Ensuite, increased excitatory mechanism, deficit of CPM. Fait que là, si on parle des mécanismes excitateurs, je m'attendrais à ce qu'ensuite on parle des mécanismes inhibiteurs. Ou si on parle de l'exemple du mécanisme excitateur, on peut parler de l'exemple du mécanisme inhibiteur. Donc, on pourrait avoir excitatory mechanism, inhibitory mechanism, or temporal summation, CPM. Mais là, ça ne marche pas, c'est pas parallèle du tout ce qu'ils ont fait ici. Et là, bon, c'est ça, on a notre sensitization by temporal summation. Comme je vous ai dit, on va y aller juste avec temporal summation pour ne pas mélanger les lecteurs. Donc, si on met ça parallèle, j'ai enlevé au début, puis patients presenting
increased temporal summation, and those presenting deficient CPM respond differently to distinct classes of drugs. Déjà plus facile à lire puis à suivre. Troisième phrase. A deficit of CPM is a good predictor of blah, 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 while central sensitization shows predictability. First off, here we had excitatory, inhibitory. Excitatory, inhibitory. And now they flipped it and we're talking about inhibitory first, which is for sure going to confuse your readers, especially if they're trying to go back and find the information. It's much easier if everything's in the same order. Fait que là, ils ont flippé l'ordre, ils commencent à parler des mécanismes inhibiteurs avant excitateurs. On va changer ça. Ensuite, ils comparent un deficit of CPM avec central sensitization. Là, moi, je m'attendrais à avoir deficit of CPM and increases in central sensitization, or just CPM central sensitization, but it's weird to add a qualifier to one, but not the other. Donc ça, c'est le deuxième problème. Ensuite, si on regarde nos médicaments, here they give examples of the drugs, and they go such as drug, 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 and here the example of a drug is in parentheses. Again, this is not parallel, it's like the first sentence here. Donc, on peut utiliser such as, on peut utiliser des parenthèses, mais il faut que ce soit pareil dans les deux cas. Puis, dernière affaire, les majuscules. So here we have the drug name in capital letters, and here it's not in capital letter. Now, maybe there's something about when it's generic name, it takes a capital letter, and when it's brand name, it doesn't, or vice versa. Donc, peut-être is the only reasonable explanation of why some would have capital letters and others wouldn't. But ideally, you'd want to make it all the same throughout the text. Si on met la phrase parallèle, je vous laisse le lire rapidement. Donc, plus parallèle, plus facile à suivre. Dernière phrase. Interestingly, in the above mentioned studies, on peut enlever ça, encore la référence va être dans la fin de la phrase. C'est clair qu'on parle de ces études-là, pas besoin de leur dire. So we can scratch that. Here we're still in the weird inverted order where we talk about inhibitory first and excitatory second, which is not what we did at first, so I'm going to flip that around again. Ensuite, we're talking about CPM efficacy and just temporal summation. So again, I'd expect to have CPM efficacy and temporal summation efficacy, or CPM temporal summation. It's weird to add a modifier to just one of the two. And you can see how the consistent terminology, or in this case, inconsistent terminology, can be very confusing for a reader. Ici, on dit que la sensibilisation centrale aide à prédire telle affaire, mais que la sommation temporelle ne prédit pas telle affaire. So it's not clear that we're talking about the same thing. It'd be much, much easier for a reader to understand if the terminology was the same. Prochaine chose, on a encore nos lettres majuscules. So here they're all lowercase. So at least it's parallel within the sentence, but it's not coherent with the previous sentence. And the L'Occitane here takes a lowercase letter, whereas here was the uppercase. So I said maybe we can get away with having different capitalization if it's a generic name or brand name, but the same name should be the same throughout the text. Si on met ça parallèle encore une fois, je vous laisse le lire. Plus facile à suivre. Et donc, je vais vous laisser lire les phrases bout à bout, so you can read through. This is the edited version, and you'll see it's much easier. So again, let me know in the chat when you're done.
Et là, on se rappelle, tout ce que j'ai changé ici, c'est la syntaxe parallèle. The only thing I've changed is I've made it more parallel. So this could still be improved. It's still a bit difficult to understand maybe for people who are not familiar with that specific topic, but at least you can follow the reasoning along much easier. C'est plus facile de suivre la logique, même si vous n'êtes encore pas familier exactement avec ce phénomène-là. Donc ça, c'était pour la syntaxe parallèle. On to garden paths. That's another good one. So here are some garden paths. Je vous laisse les lire. Now, there is nothing wrong, grammatically speaking, with these sentences. There's no mistake, there's no missing comma, they don't break any grammatical rule or syntactic rule. But they don't all immediately make sense, do they? Techniquement, il n'y a aucune erreur dans ces phrases-là. Il ne manque pas de virgule, il n'y a pas de faute de grammaire, tout est beau, mais sont difficiles à comprendre. Psycholinguists call these local ambiguities garden paths, from the expression to lead someone up the garden path, that is, to mislead him. La raison pourquoi les phrases sont difficiles à comprendre, c'est qu'elles ont des éléments qui sont ambigus. Un mot qui pourrait être un nom ou un adjectif. Puis notre cerveau, il prend un guess, il part dans une direction, mais s'il a pris le mauvais guess, à un moment donné, il s'en rend compte parce que la phrase ne fait plus aucun sens. C'est comme si on arrive dans un cul-de-sac. We were led up a garden path. Donc, il faut revenir en arrière, puis essayer avec une nouvelle interprétation. So these sentences are difficult to understand because parts of them are ambiguous. There's a word that could be either a noun or an adjective, and your brain takes a guess, try a path, but if a guess is wrong, at some point the sentence stops making any sense. It's like you've reached a dead end, so you have to circle back and try a different direction, a different interpretation. Donc, si on regarde en français le troisième exemple. Fat people eat accumulates. Fat, c'est ça ici qui est le mot ambigu. Parce que ça peut être un nom ou un adjectif. You can talk about sugar, protein, fat. Can be a noun, mais ça peut être un adjectif aussi. Fat people, des personnes grasses. Et souvent, on voit ces deux mots-là ensemble pour parler de personnes avec un indice de masse corporelle élevé, fat people. Donc, le cerveau, il voit ça, il dit, bon, fat, ça pourrait être un adjectif ou un nom, mais étant donné que c'est suivi de people, ça doit être un adjectif. Puis là, on voit fat people eat, on pense que ça va être une phrase sur ce que les gens un peu plus gros mangent. Mais là, on arrive là, ça ne marche plus du tout. Ça ne marche plus du tout parce que fat, en fait, il n'était pas un adjectif, c'était un nom. Le gras que les gens mangent s'accumule. Donc, c'est ça qui cause le garden path, c'est qu'on pense que c'est un adjectif, alors qu'en fait, non, c'est un nom. Same in this one. Cotton can be a noun. You can have cotton, linen, glass, cardboard. Ou ça peut être un adjectif. Cotton clothing. And cotton clothing can be an adjective, and it's such a common pairing that your brain just assumes that the sentence is about cotton clothing, about clothing that is made from cotton. But actually, it's not. The sentence is about cotton. It's about cotton, which is grown in Egypt, and that cotton is used to make clothing. So it's a garden path because your brain kind of jumps the gun, takes for granted that that's an adjective when it's not. Most garden paths in everyday writing, unlike the one in textbooks, don't bring the reader to a complete standstill. They just delay her for a fraction of a second, forcing her to backtrack and reparse a few words. Je vous laisse lire les deux exemples ici. Faites-moi signe dans le chat quand vous avez fini.
On va continuer. Comment éviter les garden paths? Une façon de faire, c'est d'éviter les needless words. Well, some phrases contain needless words that can be deleted. Things that my father said, things my father said, both work. A house which is divided against itself cannot stand. A house divided against itself cannot stand. Again, they're both correct. The deletions are tempting to a writer because they tighten up a sentence's rhythm and avoid the ugly sibilance of witch. But if the witch hunt is prosecuted too zealously, it may leave behind a garden path. Many of the textbook examples become intelligible when the little words are restored. Fat people eat accumulates versus fat witch people eat accumulates. The horse raced past the barn fell. The horse which was raced past the barn fell. Note, too, how parallel syntax can allow a reader to make sense of even the most unintelligible of the garden path sentences. Though the horse guided past the barn walked with ease, the horse raced past the barn fell. Et là, c'est sûr que c'est des exemples assez extrêmes. You probably don't accidentally write down garden paths that are that difficult to understand. Mais l'affaire avec les garden paths, c'est qu'une fois qu'on comprend la phrase, plus on la relit, plus elle fait du sens. Notre cerveau, il connaît le bon chemin, donc il ne se perd plus. Ça, c'est encore plus vrai pour une phrase qu'on a écrite nous-mêmes. En plus de ça, comme je vous ai dit, dans une garden path, il n'y a pas d'erreur de grammaire. Les verbes sont bien accordés, il ne manque pas de virgule. Donc, imaginez, vous relisez un texte que vous avez écrit, puis à un moment donné, il y a une phrase qui vous fait bugger. Comme quelque chose de bizarre, qui a brisé le flot de votre lecture un peu, qui vous a arrêté. C'est une garden path, une formulation de phrase qui a envoyé votre cerveau dans la mauvaise direction pendant une demi-seconde. Fait que vous arrêtez, vous lisez la phrase 2-3 fois, puis mais non, il n'y a pas d'erreur de grammaire, tout semble correct, tout est beau, fait que vous ne corrigez rien. C'est comme ça que les garden paths, ils restent dans vos textes. La prochaine fois que vous relisez un de vos textes, s'il y a une phrase qui vous accroche, corrigez-la, même si vous ne trouvez pas de faute dedans, parce que si vous avez accroché, vos lecteurs aussi vont accrocher. So the thing with garden paths is that the more you read them, the more they seem fine, because your brain knows the path by now, so it doesn't get confused by the garden path. And that's especially true if you wrote the sentence yourself. The brain generally knows what it was trying to say. And like I said earlier, garden paths aren't grammatical mistakes. Verb tenses are fine, there's no missing comma in your sentence, so the more you look at it, the more it seems fine. So let's say you're proofreading one of your papers. You read, and at some point you hit a sentence that seems a little bit off. It breaks the flow of your reading. Your mental voice stumbles a little bit. That means that you've hit a garden path. It sent you off in the wrong direction for half a second. And so you stop and you read the sentence a couple times. But you can't find any mistake. Everything seems fine, so you believe it as is, assume that it's fine. And the garden path stays in your text. So next time you proofread a text, if a sentence throws you off a bit, fix it. Even if there doesn't seem to be anything wrong with it, because if it threw you off, it'll throw off your readers as well. And that's not what you want. Reading should be enjoyable and smooth. So that was garden paths. Now on to the quickfire round. Donc là, juste des conseils en rafale. C'est la dernière partie de la présentation. Ici, j'ai regroupé un paquet de petits conseils là, plus simples sur des erreurs fréquentes. So the last part of the presentation, it's a bunch of straightforward pieces of advice that we'll just go through one by one. First off, light before heavy. Light before heavy is one of the oldest principles in linguistics. Life, liberty, and the pursuit of happiness. The wild, the innocent, and the E Street Shuffle. Faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings in a single bound. Donc, quand il y a une énumération, gardez les items plus compliqués, plus longs pour la fin. Negation. Never write a sentence in the form X not Y because it. Donc, Dave n'est pas beau à cause de sa nouvelle coiffure. Ça suit la formulation à éviter. Dave X n'est pas beau, not Y, à cause de sa nouvelle coiffure, because it. Et la raison pourquoi on veut éviter ça, c'est parce que c'est ambigu. Parce que cette phrase-là, on peut l'interpréter de deux façons. Ça peut vouloir dire « Dave est pas beau, puis c'est à cause de sa nouvelle coiffure ». Ou ça peut vouloir dire « Dave est beau, mais c'est pas à cause de sa nouvelle coiffure, c'est à cause de quelque chose d'autre ». Donc, on veut que vos lecteurs tirent la bonne conclusion, n'utilisez pas de phrases ambiguës comme ça. Now in English, Dave is not evil because he did what he was told.
That's not good because it's very ambiguous. That sentence can be taken to mean two completely different things. First, it can mean Dave is not evil because he did what he was told. And so because of that reason, he is not evil. Or it could mean Dave is evil, not because he did what he was told, but for some other reason. And so you want to use construction more like that and stay off the ambiguous one. Semicolon. If you're enumerating lists of lists, use a semicolon to demarcate lists of phrases containing commas. Donc, comparez les deux ici. Beaucoup moins compliqué de comprendre c'est quoi les éléments ici. It's much clearer the demarcation between elements in the list. Intensifiers, words like very, highly, extremely. Intensifiers not only fuzz up a writer's prose, but can undermine his intent. Jones is an honest man versus Jones is a very honest man. Unmodified adjectives and nouns tend to be interpreted categorically. Honest means completely honest. As soon as you add an intensifier, you're turning an all or none dichotomy into a graduated scale. True, you're trying to place your subject high on the scale, say an 8.7 out of 10. But it would have been better if the reader were not considering his relative degree of honesty in the first place. Un autre point par rapport à la négation, the cognitive difference between believing that a proposition is true, which requires no work beyond understanding it, and believing that it is false, which requires adding and remembering a mental tag, has enormous implications for a writer. Every negation requires mental homework, and when a sentence contains many of them, the reader can be overwhelmed. Even worse, a sentence can have more negations than you think it does. Not all negation words begin with N. Many have the concept of negation tucked inside of them, such as few, little, least, seldom, though, rarely, instead, doubt, deny, refute, avoid, and ignore. The use of multiple negations in a sentence is arduous at best and bewildering at worst. Je vous laisse essayer de comprendre cette phrase-là. Moi, j'ai encore de la misère. Versus. Ça demande beaucoup moins d'effort mental à suivre. Un autre exemple. Bonne chance. Donc, encore beaucoup plus facile à suivre ici quand il n'y a pas de négation. It's much less cognitive work to understand the versions on the right than on the left. Comma splice. A comma splice consists in using a comma to join two complete sentences, each of which could stand on its own. Donc, c'est une erreur de faire ça. Je donne quelques exemples ici. Vous pouvez les lire. Donc, quand on a deux phrases complètes, there is no trail, c'est une phrase complète. Visitors must hike up the creek bed, c'est une phrase complète. When you have two complete sentences, you can't put them together using a comma. There's other ways you can do it though. So there's several legitimate ways to splice up two sentences. This is the wrong way to do it with a comma. And these are three good ways to do it. Donc avec un point virgule, avec un dash, ou on rend la deuxième phrase pas une phrase complète. But it is preceded by a meeting, c'est pas une phrase complète.
Donc, comme ce n'est pas une phrase complète, là, on peut la joindre à l'autre avec une virgule. Dangling modifiers. Ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir autant en français qu'en anglais. Je vous laisse lire ça. Deuxième exemple. A sentence is said to have a dangling modifier when the implied subject of the modifier, the one growing up in the wild in the jungle here, is not the same as the overt subject in the main clause, I. Dangling modifiers, ça brise pas de règles de grammaire, mais dans certains cas, comme dans les exemples ici, ça crée des garden paths, donc c'est à éviter. On lit la première partie de la phrase ici. Il n'y a pas de sujet explicite, mais on prend pour acquis que le sujet de la phrase, ça va être les gens qui ont la volonté de demeurer à l'emploi. Mais là, on arrive à la deuxième moitié, puis finalement, le sujet de la phrase, c'est clairement les incapacités au travail et les retraites précipitées. Donc là, ça veut-tu dire que c'est les incapacités au travail qui ont la volonté de demeurer en emploi? Ben non, c'est les aînés qui veulent demeurer en emploi. Donc, la première interprétation était mauvaise. C'était pas les aînés qui étaient le sujet de la phrase, c'était les incapacités de la phrase, c'était les incapacités au travail. On s'est fait avoir par un garden path. Il faut revenir en arrière pour bien comprendre la phrase. So dangling modifiers are not technically wrong from a grammatical standpoint. They don't break any grammatical rule, but sometimes they can create garden paths. When you read the first half of the sentence, you assume that the subject of the sentence is going to be whoever grew up wild in the jungle, which is here the baboon. But then you hit the second half, and the subject of the sentence is clearly I. So does that mean that I'm a baboon who grew up wild in the jungle? Obviously not. So there's something wrong. We were laid up a garden path by the dangling modifier. So try to avoid them so as to not create a garden path. Needless words. Omit needless words. A sentence beginning with it is or there is often candidate for liposuction. There is competition between groups for resources works just as fine as groups compete for resources. Light verbs such as make, do, have, bring, put, and take often do nothing but create a slot for a zombie noun, as in make an appearance and put on a performance. Why not just use the verb that spawned the zombie in the first place, like appear or perform? Donc ici, c'est des exemples de mots qui servent à rien que vous pouvez réduire pour réduire votre nombre de mots. Et là, je vous laisse lire un exemple de Steven Pinker ici. Il dit « Much of my professional life consists of reading sentences like this. » Et il compare avec ça. Donc, indiquez-moi dans le chat quand vous avez fini. Ça, c'est un exemple qui est un petit peu controversé. I almost didn't include this example in the presentation because it's a bit of a controversial one. You might have noticed that the two paragraphs don't say exactly the same thing. Individuals with higher measured values of cognitive ability is not quite the same as smarter people. And show a pronounced tendency to be more variable is not quite the same as are more variable. Des fois, on veut la faire, cette nuance-là. Sometimes the distinction is important, but sometimes it's not necessary, and being overly specific and precise can just end up confusing your readers because you're just throwing way too many words at them. So there are many cases where you're much better off using a simpler version like the one on the right. And in any case, even if this specific example by Steven Pinker is not perfect, omit needless words is still generally good advice. Donc, cet exemple-là n'est pas parfait, mais l'idée générale reste que c'est bon d'essayer d'enlever les mots qui ne servent à rien.
coordinators, like and, because, but, or so also. There is nothing wrong with beginning a sentence with a coordinator. Many children are taught that it is ungrammatical to begin a sentence with a coordinator, because they sometimes write in fragments and are shaky about when to use periods and when to capitalize. Teachers need a simple way to teach them how to break sentences, so they tell them that sentences beginning with and other coordinators are ungrammatical. Whatever the pedagogical merits may be of feeding children misinformation, it is inappropriate for adults. There you have it. Et pour finir, Oxford Comma. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vous ai fait un petit exemple ici. I like apples, pears and oranges. Cette virgule-là ici, c'est le Oxford Comma. En français, on l'utilise un petit peu moins. En anglais, c'est plus fréquent. Steven Pinker suggère de l'utiliser. Omitting a serial comma can result in ambiguity. Among those interviewed were Merle Haggard's two ex-wives, Chris Christopherson and Robert Duvall. This book is dedicated to my parents, Ayn Rand and God. Et pour finir, highlights of the Peter Ustinov's global tour include encounters with Nelson Mandela, an 800-year-old demigod and dildo collector. Say, unless a house style forbids it, you should use the serial comma. Donc, pour finir, je vous laisse sur les sages paroles de Steven Pinker. And we can remind ourselves of the reasons to strive for good style, to enhance the spread of ideas, to exemplify attention to detail, and to add beauty to the world. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, si vous avez des questions, vous n'êtes pas à l'aise pour les dire à voix haute, vous pouvez juste les écrire dans le chat. Et puis, si vous préférez, vous pouvez essayer de les poser à l'oral. J'en ai une question, moi. D'abord, Alexis, merci beaucoup pour ta belle présentation. Là. J'ai pris des petites notes, là, puis je vais certainement avoir à retourner derrière là, pour vérifier ça. Ça me donne envie aussi de consulter ta lecture, là, fait que je vais laisser ça mijoter. Ton comma splice, là, c'est quoi, ça part de où la rationnelle d'utiliser, c'est quand même utilisé de manière interchangeable, les points-virgules, les traits d'union. Moi, je les ai toujours utilisés comme sans, comme vraiment de rationnel. Es-tu comme une rationnelle par rapport à comment les utiliser? Entre les points-virgules puis les dashs? Ouais, puis les bottes là, et tout. Là. Ouais, ben ça, il y a quand même une partie qui est tes préférences personnelles. Puis en anglais, les dashs sont vraiment plus fréquents qu'en français. Fait qu'en français, on peut en utiliser, mais par un puriste, tu te ferais taper sur les doigts si tu l'utilisais à la même fréquence qu'en anglais. Moi, personnellement, les dashs, quand j'écris, je les utilise quand je veux faire comme un commentaire. Bon, c'est important de faire ça, mais tu sais, cassez-vous pas trop la tête. Quand c'est plus une réflexion personnelle que je veux ajouter, les parenthèses, c'est plus quand c'est des exemples de ce que j'ai dit. Puis vraiment, les dashs, c'est quand c'est comme mon petit grain de sel que je viens ajouter ma réflexion par rapport à ça. Puis les bots, c'est dans les autres cas. Ouais. Je comprends, mais dans le fond, la question, c'est il n'y a pas de rationnel. Là. Il y a comme c'est un peu une utilisation populaire qui est généralisée finalement à l'écrit, mais qu'il n'y a pas de rationnel. Là. Non, ben c'est un signe de ponctuation comme n'importe lequel là, que tu utilises comme tu veux. OK, intéressant. Puis juste savoir si j'ai bien compris, là, à la fin, j'ai oublié c'est quoi le terme, mais de commencer une phrase par un end, c'est acceptable. C'est correct. Parce que moi, j'ai souvent utilisé, parce que je trouvais que ça avait bien du sens, en anglais d'ailleurs, mais on m'avait tapé justement sur les doigts, et j'ai trouvé ça cocasse là, comme exemple. Oui, ben c'est ça, c'est encore un peu comme des mythes de grammaire, là, mais que dans le fond, c'est bien correct. Puis tu peux avoir une phrase qui est lettre puis qui marche pas, qui commence par un end, puis tu vas avoir une belle phrase qui commence par un end. Fait que ça veut pas dire que n'importe quelle phrase qui commence par un end est automatiquement acceptable, mais c'est pas une erreur en soi. Ta phrase peut être bien correcte et commencer par end. OK, je comprends. Et puis, c'est pas nécessairement la même chose. On peut pas calquer ça au français.
En fond, Ben, ça peut être correct aussi de commencer une phrase par « et » en français. L'Académie française est un petit peu plus rigide et un petit peu plus arbitraire aussi, fait que ça dépend un peu t'es dans quel contexte. Si c'est très, très, très formel, t'es peut-être mieux d'éviter. Mais ça se peut commencer des phrases par « mais » ou par « et ». Tu peux t'arranger pour que ce soit une belle phrase pareille. C'est pas d'emblée une erreur. OK. En tout cas, bien intéressant tout cela. Un gros merci. Ça fait plaisir. Donc, je ne sais pas si Alexia, tu as accès aux questions-réponses, mais il y a quelqu'un qui a écrit un petit... Enfin, il a écrit un exemple avec une question. Et donc, soit je te la lis, soit si tu as accès, c'est peut-être plus facile que tu la Ouais, lises je vais aller directement. voir. Il n'y a pas d'ordre qui est plus important. So you can use whichever order you want. It doesn't matter if you go with excitatory mechanisms and inhibitory mechanisms second, as long as it's consistent. So, for example, I recently co-wrote a paper and we're comparing two different apparatus to measure CPM and temporal summation. And so there was thermos and cold water baths, and then with tens. And so throughout the text, we would always say, okay, so the test stimulus for the first protocol is this, and the second one is this. And the order was always consistent. It doesn't matter which goes first the first time around, but then it has to be consistent throughout your text, because if your reader is going back and trying to find some information, it's going to be much easier if they know the order in which you're going to give the information. Ok. Moi, je me demandais si je peux... Je vois pas qu'il y a d'autres questions, donc je vais y aller. Tu parlais au début du fait de ne pas vouloir passer pour quelqu'un de condescendant ou de penser que... de ne pas vouloir faire trop simple, mais justement, est-ce que tu aurais plus de conseils sur comment passer enfin, comment savoir si on a vraiment, ok, on parle pas des enfants quand même, parce que c'est pas toujours évident. Je reviens souvent à la conseil ou au conseil de Steven Pinker. Prends pour acquis que la personne à qui tu parles est aussi intelligente que toi, c'est juste qu'elle connaît pas les concepts. Fait qu'il faut que tu expliques les concepts comme quelqu'un qui a aucune idée de quoi tu parles, mais est quand même capable de suivre le raisonnement. Là. Fait que c'est ça, c'est pas comme tu parles avec un enfant qu'il faut que vraiment tu simplifies tout. Tu parles à quelqu'un d'intelligent, mais qui s'adonne à juste pas le connaître, ton outil. Fait que tu fais une petite phrase pour décrire c'est quoi, tu ajoutes cette information-là pour quelqu'un qui connaît pas c'est quoi. Tu peux aussi le faire relire à quelqu'un que tu connais, mais genre ta mère, puis lui demander si elle la comprend tout. Fait que demander à une autre personne de relire, ça peut être une bonne idée. Mais je trouve que de penser, de voir de cette façon-là, OK, je parle à quelqu'un d'intelligent, mais qui connaît rien à rien, il ne sait pas c'est quoi la CPM, il ne sait pas c'est quoi la sommation temporelle. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vérifie juste dans le chat. Ok, ça a l'air d'être bon. J'ai juste une dernière question du coup. Pour des personnes, par exemple moi, qui francophone à la base, je sais parler en anglais, mais je pense que écrire un texte en anglais, c'est quand même plus difficile. Est-ce que tu as un conseil par rapport à, est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, rédaction de thèse ou d'une demande de bourse, rédiger en français et ensuite traduire en anglais, ou directement partir en anglais puis retravailler ton texte après? Je pense que c'est mieux d'écrire directement en anglais parce qu'en français, tu maîtrises bien tes affaires. Fait que tu vas faire des grandes, belles phrases qui se tiennent. Surtout qu'en français, on a des phrases plus longues qu'en anglais habituellement, avec des tournures de phrases un petit peu plus arbitraires, puis un petit peu plus avec plein de fleurs, puis de blabla. Là. Fait que là, si tu pars d'une grosse phrase compliquée comme ça, puis tu essaies de la traduire en anglais, tu vas traduire tes mots, mais ta structure de phrase après ça, elle va être tout croche, puis elle va être difficile à comprendre. Fait que surtout, si tu as de la difficulté à écrire en anglais, là, casse-toi pas la tête, des petites phrases simples. On a mesuré telle chose. La raison pourquoi on mesurait ça, c'était pour avoir cette information-là. Cette information-là est intéressante parce que ça nous permet de voir telle affaire. Ensuite, on est allé puis on a fait cette affaire-là.
Puis, on était... Fait que, vas-y, là, tac, 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 tac. Il est bien, bien simple. Casse-toi pas la tête avec des grandes, grandes phrases. Puis après, tu vas voir que tu vas pouvoir peut-être regrouper des phrases ensemble, regrouper des concepts. Mais vas-y direct en anglais, puis de façon là, super simple, mais structurée comme ça. OK. Merci beaucoup. Je vois pas d'autres questions, donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié, puis j'espère que le reste des participants ont pu apprécier aussi. Je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, c'était clair, c'était facile, donc c'était vraiment chouette. Merci beaucoup. Super, ça fait plaisir. Merci tout le monde. Puis n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez avoir le PowerPoint. Là, c'est pas une erreur, là, mon l'évêque ne prend pas de S. Fait qu'essayez pas d'écrire l'évêque avec un S, ça ne se rendra pas. C'est l'évêque, pas de S à mon adresse courriel. Sinon, vous pouvez passer par le QNGPI, là, on va leur envoyer les trucs puis ils vont pouvoir vous répondre. Oui, 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 pas de souci. OK, ben du coup, je vais terminer le webinaire et puis voilà. À bientôt! À bientôt. Salut!